20h sur les antennes de la télé Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Sénégalais parmi les victimes de l'attaque terroriste à Ouagadougou. Nous serons tout à l'heure en ligne avec l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso pour plus de précisions. Vers une pénurie de gaz butane, des bouleversements survenus au niveau de la société africaine de raffinage en seraient à l'origine. Les syndicalistes de la boîte déplorent le déroulement de la vente des actions qui a couronné Khadimba comme actionnaire majoritaire avec 34%. Liberté provisoire pour la chanteuse Ami Colley Dieng en détention depuis une dizaine de jours. Elle a été libérée cet après-midi. Elle était poursuivie pour le délit d'offense au chef de l'État. Afrobasket, les Lions ont reçu cet après-midi des mains du ministre des Sports le drapeau national. Pendant ce temps, les garçons s'apprêtent à s'envoler en Espagne. Le meneur Jan d'Almeida, très incertain pour cette compétition. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous en Sénégalais parmi les victimes de l'attentat d'hier à Ouagadougou. Justement, pour plus de précision, nous sommes en ligne avec l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, Madame Anta Coulibaly Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame, vous confirmez donc un Sénégalais parmi les victimes de cet attentat d'hier? Oui, il y a eu une victime sénégalaise. Il s'agit de Voilà, Madame, des informations donc disent que c'est un Sénégalais d'origine libanaise, voilà, et qui était avec sa femme. Est-ce que vous avez eu ces informations? Oui, je viens d'avoir une précision par rapport à cela. Il s'agit de la victime canadienne. Sur la liste des victimes, il y a une Canadienne. Il se trouve que cette Canadienne est la compagne de M. Mehmet Fenaïch. Donc, ils allaient se marier. Il y a 15 jours, Bersten est venu à l'ambassade pour s'occuper de cette papa. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions prises pour la communauté sénégalaise en ces temps difficiles? Oui, comme d'habitude, on communique beaucoup. On donne les bonnes informations d'abord et ensuite on donne des conseils. Donc de rester chez soi, de faire peu de déplacements. Il se trouve maintenant que l'avenue Kwame Nkrumah ne peut pas être fréquenté lorsqu'on vit ici à Ouagadougou. Mais on les conseille seulement de restreindre leur lieu d'évolution. Voilà, merci à Madame Diallo, merci pour ces précisions. Les assaillants, justement, sont entrés dans un restaurant très fréquenté par les expatriés, causant 18 morts. L'attaque, pour le moment, n'est pas encore revendiquée. Les détails avec Aminata Mbaresso. Le Burkina Faso, à nouveau théâtre d'une attaque. Les assaillants ont pris pour cible un café-restaurant situé à Ouagadougou, dans la capitale. Le bilan fait état de 18 morts, dont 2 assaillants étaient blessés. Ce n'est pas la première fois que ce quartier de Ouagadougou est touché par une attaque terroriste. Le 15 janvier 2016, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué l'attentat du café Cappuccino, une attaque qui avait fait 30 morts et 71 blessés. Depuis quelque temps, le Burkina est devenu la cible des terroristes. Des attaques fréquentes comme celle qui s'était produite en 2016 contre un détachement de l'armée basé dans le nord du pays. Une douzaine de soldats avaient péri. Le nord, une zone devenue dangereuse, la localité de Soum, province du nord frontalier au Mali, est aujourd'hui la terre d'exil du groupe Ansaril Islam, dirigé par un certain Ibrahim Malam Dicko. Dans cette localité, des attaques régulières sont perpétrées contre les forces de sécurité ou même les civils supposés de collaborer avec les autorités. À la suite de ces attaques dans le nord, le dispositif sécuritaire avait été renforcé, le chef d'état-major des armées remplacé. Mais malgré ces réaménagements, des gradés de l'armée s'étaient prononcés pour dénoncer les maigres moyens mis à leur disposition pour lutter contre les terroristes. Le Burkina Faso, de plus en plus fragilisé, le coup d'État manqué du 17 septembre 2015, un des facteurs.
Le régiment de sécurité présidentielle dirigé à l'époque par le général Gilbert Diendéré n'existe plus, ce qui expliquerait en partie le manque de sécurité dans ce pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte sur le groupe G5 Sahel pour lutter contre les terroristes. Mais dans une interview, le président guinéen Alpha Condé semble dire que le groupe G5 Sahel ne dispose pas encore des moyens financiers nécessaires pour être opérationnel. Le docteur Bakary Samb de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste des questions terroristes, appelle les chefs d'État à investir dans la prévention et l'échange de renseignements. Pour lui, les critères d'évaluation des menaces ont changé. Je vous propose de l'écouter. Avant, on était dans le schéma où on se demandait est-ce qu'il y a assez d'éléments radicalisés pour que dans tel pays puisse avoir une attaque. Aujourd'hui, on est face à des systèmes de ventre mou tels que les frontières maliennes qui ne sont plus seulement un problème pour le Mali, mais un problème pour tous ses voisins. Et face à cette situation-là, il faudra que ce qu'on appelle la guerre asymétrique prenne en charge ces nouveaux paradigmes-là et que aux côtés des solutions strictement sécuritaires qui, à mon avis, n'ont pas encore réglé le problème, ni en Afghanistan, ni au nord du Mali, qu'on investisse beaucoup dans la prévention, mais aussi dans que les pays soient dans une forme de concertation au plan régional. Aucun pays au monde ne peut tout seul faire face à cette menace-là. On a vu des cadres régionaux tels que le G5 Sahel et d'autres cadres qui émergent ça et là, mais il faudrait que nos gouvernements donnent des moyens à ces cadres-là. Le Sénégal, jusque-là épargné d'attaques terroristes, ne baisse pas la garde en termes de veille et d'alerte. Dans les grandes artères et lieux stratégiques de la capitale sont présentes les forces de l'ordre qui veillent au grain. Un sujet signé Mame Biram Diouf et Diafaraba. C'est un élément clé du dispositif sécuritaire, le jalonnement et positionnement des forces de l'ordre au niveau d'axes et de lieux stratégiques, rassurant selon ce monsieur. Parce que vraiment, non seulement... Rendons grâce à Dieu, la paix règne au Sénégal. Avec ce dispositif sécuritaire, je suis encore rassuré. Le travail de contrôle de la circulation qu'ils effectuent aussi est à saluer. Pour Madame Koulibaly, une Ivoirienne qui passe ses vacances à Dakar, c'est une satisfaction de voir un tel déploiement. Je peux le dire parce qu'on a vu à travers la ville la gendarmerie qui circule avec la sirène et c'est persuasif. C'est parce qu'elles sont conscientes de la menace terroriste que les autorités multiplient les efforts, se préparer davantage pour répondre efficacement à une éventuelle attaque terroriste, déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique le 16 mai dernier lors d'une simulation d'une attaque terroriste au CICES. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable, oui, comme le rappelait mon général tout à l'heure, le SEMGA. Il nous faut beaucoup de sueur pour économiser davantage de sang. Pour ça, je pense qu'il n'y a que l'entraînement qui peut nous donner ce résultat-là. Avec toute cette menace terroriste aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, on a eu à subir ça à Bassam. Et Burkina, ça fait plusieurs fois que ça a lieu. C'est désolant. Il faut qu'on s'unisse pour lutter contre ce fléau. Voilà, c'est un fléau qui menace tout le monde entier. Le dernier épisode survenu dans ce café-restaurant à Ouagadougou, condamné, plus jamais ça, disent-ils. Pénurie de gaz butane en vue à cause de l'agitation du milieu des hydrocarbures. La société africaine de raffinage va connaître un nouvel actionnaire majoritaire. Cependant, les syndicalistes déplorent le déroulement de la vente et comptent collecter le maximum d'informations pour pouvoir agir. Les détails avec Habib Faye et Abdoulaye Diallo. Le secteur des hydrocarbures encore agité. Cette fois-ci, Khadimba, déjà détenteur de 34% des actions de la SAR, Société africaine de raffinage, crée la polémique avec sa décision d'acheter encore 17% des actions de la société, ce qui ferait de lui un actionnaire majoritaire. Face à cette situation, les importateurs menacent d'installer une pénurie de gaz butane, entre autres hydrocarbures. Cette grève qui s'annonce par les importateurs, je ne pense pas qu'on y arrivera à une grève. Je ne crois pas trop. Je pense que mettre le PJ sans dessus par des pénuries de gaz et de produits pétroliers, à mon avis, n'est plus possible au Sénégal. Il déplore la somme de 500 000 $ qui sera octroyée aux acteurs de la raffinerie. Ce que nous déplorons pour l'instant, c'est que c'est la première fois
que des tractations de cette envergure se font dans le secteur du pétrole sans que les travailleurs n'aient été informés, ni par les autorités, ni par ceux qui prétendent détenir la SAR, encore moins les autorités de la SAR. Ceci est déplorable. Mais aucune décision n'est encore prise par les syndicalistes. Dans cette histoire de la SAR, les travailleurs sont très peu impliqués. Nous sommes en train, présentement, de collecter toutes les informations utiles pour que la position des travailleurs soit dégagée. C'est la première fois qu'une opération d'une telle envergure et d'une telle ampleur, d'une telle importance concernant la SAR soit entreprise tout en laissant en marge les travailleurs. La polémique s'est installée chez les acteurs des hydrocarbures au Sénégal. Des chiffres font jaser. La SAR ferait un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA et un résultat opérationnel de 12 milliards de francs CFA, selon nos confrères de Libération. Et pourtant, la société se retrouve avec un résultat net de 7 millions de francs CFA. Et puis les travailleurs de la Sénélec non régularisés réclament leur embauche auprès de la structure. Ces derniers regroupés au sein de l'Union des travailleurs de l'électricité du Sénégal fustigent la gestion de leur cas par la Société nationale d'électricité. Et Elhadji Malick Seck, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Hassan Fall et Thierno Laurent Mendy. Un protocole d'accord a été signé en 2015 et ceci c'est pour rappel. Maintenant tout le monde est au courant. Ce protocole a été signé et il suit comme une régularisation de 200 personnes en 2016, une autre régularisation en 2017 et une autre en 2018. Mais ce que nous constatons, c'est que ce protocole est en train d'être violé. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a que 55 personnes qui ont été régularisées. Et ce qui est encore beaucoup plus manifeste et anormal, c'est l'embauchement d'un de nos camarades, je vous dis bien, qui est parmi les 181 sur la liste d'attente, qui a été lui seul embauché parce qu'il est neveu de chef d'agence. Nous dresserons devant toute personne qui se lèvera pour empêcher l'aboutissement de ce problème. Et puis cette information qui vient de nous parvenir avec cet attentat en France, une voiture folle a percuté une pizzeria en région parisienne, plusieurs blessés dont 5 en urgence absolue. Une fillette de 12 ans serait décédée. L'auteur de l'attaque interpellé selon la gendarmerie française. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. La problématique des eaux stagnantes, toujours d'actualité à Dakar après les fortes pluies de ce week-end. Les traces des dernières pluies sont encore visibles dans la capitale et les populations appellent les autorités à faire preuve de diligence pour régler définitivement la question des inondations. Reportage signé Moussa Ngom et Abdoulaye Diallo. Après la pluie, l'insalubrité dans certaines rues de Dakar, des eaux pluviales mêlées aux eaux usées du fait de canalisations défectueuses. Une situation qui empire avec les dernières pluies tombées sur la capitale au grand désespoir des populations vivant à proximité. Samedi. Cette eau stagne là depuis la pluie du samedi dernier. C'est la fosse septique qui doit être bouchée, surtout à cause du sable. Il n'y a aucune canalisation fonctionnelle pour évacuer l'eau. C'est seulement grâce à l'évaporation ou les voitures qui roulent dedans qu'on parvient à nous en débarrasser. Et chaque année, c'est comme ça à la zone de captage. L'autre problème à l'heure actuelle, ce sont les eaux usées du tuyau défectueux de l'ONAS qui se déversent jusqu'ici. La présence de ces eaux stagnantes n'est pas sans perturber les activités des habitants. Nous avons réclamé de l'assistance pour l'assainissement à plusieurs reprises, mais en vain. Le terrain de football est impraticable, les voitures ne peuvent même pas se garer. Et je ne peux même pas aussi décharger mes livraisons de ciment, mes clients aussi ne peuvent pas accéder jusqu'ici. Vous voyez que je n'ai rien à faire à cette heure-ci. Impossible de travailler, car les véhicules ne veulent même pas
traverser dans cette saleté, puisqu'il y a plus d'eau usée que d'eau de pluie. En plus de la gêne causée aux riverains, cette cohabitation avec des eaux malsaines est aussi une source de problèmes sanitaires. C'est extrêmement difficile, surtout qu'il y a des personnes qui en profitent la nuit pour déverser toutes sortes de déchets ici. Des déchets qui se mélangent aux eaux, alors qu'il y a des enfants qui y jouent. Nous avons tous des problèmes de santé, nous sommes tous malades. En plus des moustiques présents ici, il n'y a rien de bon et on ne voit personne pour venir nous en débarrasser. C'est ici la zone de captage. Même 3 mois après l'hivernage, c'est la même situation. Et pourtant, des opérations pré-hivernales de curage des canaux d'évacuation d'eau avaient été menées, mais les résultats sont pour le moment mitigés. Politique à présent, la récente sortie de Maître Abdoulaye Wade continue de faire réagir les acteurs politiques de la vie de Farba Senghor de Mbolom Wade. Cette sortie n'est faite que pour Karim Wade parce que le secrétaire général du PDS ne veut pas donner le parti à un autre responsable. Écoutons Farba Senghor au micro d'Alassane Ba et Diafaraba. Cette déclaration n'a qu'un seul but. Abdoulaye sait que son fils Karim Wade ne reviendra pas. Parce que là, Karim Wade n'est pas revenu pendant les élections législatives, malgré toutes les garanties qui étaient annoncées par les uns et les autres, en commençant par le coordonnateur, le porte-parole, les principaux responsables du PDS. Karim n'est pas venu. Maintenant, personne ne veut en parler. Donc, on veut mettre tout ça sous le compte de pertes et profits. Et Abdoulaye Wade, comme ne misant que sur son fils, il dit qu'il n'y aura pas que le PDS ne participera à des élections. Comme s'il n'y a pas un autre fils digne qui est au PDS, qui est capable demain de prendre la relève. Moi, ce que je lui conseille, c'est de se départir des sentiments furieux et de choisir autour de lui quelqu'un qui est capable de porter ses ambitions, de porter les ambitions du parti et les ambitions du Sénégal, pour aller aux élections de 2019 face à Macky Sall. Parce que sinon, c'est sacrifier les fils qui sont autour de lui, qui se sont sacrifiés pendant des décennies, qui encore sont autour de lui et qui n'auront aucun espoir de devenir quelque chose tant que Karim Wade ne soit président, et Karim ne peut pas revenir. Et puis les 7 sages du Conseil constitutionnel ont rejeté les recours déposés par les participants aux législatives du 30 juillet dernier. La plus haute instance de justice de la République valide par la même occasion le scrutin et confirme les résultats provisoires donnés par la Commission nationale de recensement des votes, donnant ainsi la majorité à l'Assemblée nationale à la coalition Benno Bokk Yakaar. Plus de détails avec Cheikh Hassan Affal. Le Conseil constitutionnel du Sénégal valide le scrutin législatif du 30 juillet 2017. Réunis en conclave, les 7 sages ont statué sur les recours introduits par les différents participants aux législatives, tels que ceux des 3 coalitions dominantes, Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal et Wattu Sénégal. Des contestations portant aussi bien sur l'organisation que le déroulement du vote au sein du pays, telles que celle de Benno Bokk Yakaar pour l'annulation et la reprise du vote dans le département de Mbacké, et le recours de Manko Taxawu Sénégal pour l'invalidation du scrutin national. D'autres recours portant même sur l'organisation du scrutin hors du pays, tels qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pareillement pour l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Pour plus de 20 recours introduits, le Conseil constitutionnel a jugé recevable seulement 3. C'est le recours du département de Mbacké de Benno Bokk Yakaar à l'invalidation du scrutin de Manko Taxawu Sénégal, de la coalition Wattu Sénégal en Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre. Des requêtes reçues et rejetées par le Conseil constitutionnel sénégalais qui valide par la même occasion les élections législatives du 30 juillet 2017. Une élection avec un taux de participation de 53,66% et qui donne la majorité à l'hémicycle à la coalition Benno Bokk Yakaar avec 1 637 761 voix pour 125 députés, suivi par la coalition gagnante Wattu Sénégal avec 552 095 voix pour 19 représentants, et le trio est complété par Manko Taxawu Sénégal qui perd Dakar et obtient 388 188 voix pour seulement 7 députés.
Nous parlons à présent de toute autre chose avec Pire. C'est dans la région de Thiès qui fête ses meilleurs élèves filles qui viennent décrocher le baccalauréat en série S1 et S2. C'est une initiative de la Fédération de femmes entrepreneuriat et développement de la localité qui prône le maintien des filles à l'école. Les détails avec Charanta Diop et Seila Tire. 10 élèves filles de Pire ont été primées, vêtues de leur toge, accompagnées de leurs parents. Ces élèves, toutes des bachelières, pour cette 9e édition, Lara Araldi, la FEDA de Pire, a fêté les meilleures élèves filles de la localité. L'excellence au féminin, une réalité. La présidente de la Fédération des femmes développement économique de Pire a tenu à rappeler qu'une politique a été menée pour inculquer aux élèves filles l'amour des matières scientifiques. Ce prix est dénommé aujourd'hui le prix de la dignité pour les femmes. Elles sont 10 à avoir le bac cette année. Et nous avons des mentions assez bien, mais aussi on a une mention bien. C'est vraiment un combat qui a été gagné dans ce moment. Notre combat, c'est l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Donc ça aussi, c'est une avancée dans notre combat de tous les jours. L'accès à l'éducation, le maintien des filles à l'école, mais aussi l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Que même cette année, on n'a que 3 bachelières en série L. Tout le reste, elles sont en série S et surtout en série S1. L'année dernière, on avait une fille en série S1. Cette année aussi, on a une fille en série S1. La particularité, c'est surtout l'engagement des parents d'élèves. Pas de mariage avant le bac. Cet engagement qui est vraiment respecté par les parents. Donc vraiment, c'est une fierté pour nous. Cette élève lauréate vient de décrocher son baccalauréat série S1. Ndaï Dabatine a magnifié l'appui constant de la FEDA. Avec une motivation, une source d'inspiration comme ce qu'on a ici, on ne peut pas abandonner. On fonce. C'est sûr, la série S1, ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de le faire, mais on a essayé de gérer. Alors, en lançant ce programme, le maintien des filles à l'école, l'initiatrice Binta Gueye est persuadée que l'objectif a été largement atteint. La fête du 15 août se prépare à Saint-Louis. Des milliers de jeunes venus des 14 régions du Sénégal sont attendus à la plage de l'Hydrobase ce mardi. Au même moment, la SCAI s'oppose à l'organisation d'une telle fête à travers des tracts distribués ce lundi dans toute la ville. Reportage signé sur place. Ousseynou Diop et Habib Seik. Plage de l'Hydrobase, à quelques heures de la célébration de la fête du 15 août, le lieu est vide. Chaque année, on enregistre des cas de noyade sur la plage. Pour l'édition 2017, les organisateurs mettent en garde les jeunes. Les jeunes qui ne savent pas nager, on les lance cet appel-là. On veut vraiment qu'ils restent au bord, qu'ils regardent, qu'ils prennent l'air. Nous, on verra sur leur sécurité. On connaît les policiers et les gendarmes qui sont là. Ils n'auront aucun problème. On les lance cet appel-là, vraiment, qu'ils écoutent les maîtres nageurs. Avant le 15 août, les occupants des lieux préparent l'arrivée des milliers de jeunes venus de partout des 14 régions du Sénégal. Ici, le poisson est bien conservé pour les menus du 15 août. Sur l'autre caisse, nous avons des poissons qui sont utilisés pour la grillade de poissons. Quoi. Et tout ça pour Tout ça pour cette fête du 15 août, pour les gens qui puissent venir, puissent manger, se distraire, se détendre, prendre du thé à la menthe, échanger des idées avec les gens. Oui, c'est très économique pour nous parce qu'il y a des retombées pour la ville de Saint-Louis, parce que chacun a eu son compte. Les vendeurs, eux, veulent que la fête soit prolongée jusqu'à 20h pour mieux écouler leurs produits. Je lance à l'endroit des autorités étatiques pour qu'ils puissent nous prendre en charge, pour qu'ils puissent nous aider à mettre la part dessus. On est des jeunes, on est là pour gagner notre pain. Tu vois. Comme on parle du Sénégal émergent, ça doit concerner aussi le secteur informel. Jusqu'à 22h, 23h, 21h, jusqu'à l'aube même, parce que c'est ce que nous voulons. Parce que c'est une fête qui se passe annuellement. Donc c'est un profit pour nous, c'est un profit pour la ville de Saint-Louis. À quelques heures de l'événement, l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques, a distribué des tracts partout dans la ville pour s'opposer à la tenue de la fête. Mais les organisateurs, eux, continuent les préparatifs et ce mardi, on attend des milliers de jeunes à la plage de l'Hydrobase.
Liberté provisoire pour Ami Koleïdian après son face-à-face avec le juge ce matin en présence de ses avocats. Maître Barreau se réjouit de la décision de la justice et promet que le combat judiciaire va se poursuivre pour faire bénéficier sa cliente d'un non-lieu total. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voici le film de la libération d'Ami Koleïdian réalisé et commenté par nos reporters Adi Atala et Modou Diop. 18h40, une voiture transportant 4 femmes se gare devant la prison du camp pénal. Elles sont précédées par Maître Barreau, avocat d'Ami Koleïdian. C'est le début des tractations. Les dames s'entretiennent avec l'avocat et commencent des va-et-vient incessants entre la voiture et la prison. 18h55, le chauffeur de la voiture, venu chercher Ami Koleïdian, manœuvre. Il procède à une marche arrière jusque devant la porte de la maison d'arrêt. 18h55, une dame sort des lieux avec des effets d'Ami Koleïdian. 19h, Ami Koleïdian, nouvellement élargi de prison, franchit le portail. Elle est voilée en même temps qu'une autre dame, elle aussi dissimulant sa face. Un subterfuge utilisé par les proches pour tromper la vigilance des curieux et autres journalistes sur place. Et créer aussi la confusion sur l'identité des 2 dames sorties de la maison d'arrêt. Finalement, elles sont tombées dans leur propre piège en criant le nom d'Ami Koleïdian qui s'est engouffré dans la voiture par la portière arrière gauche, vêtue d'une tenue rouge et blanc. Finalement, Ami Koleïdian va retrouver les siens ce soir après une dizaine de jours de privation de sa liberté. Adi Atala, Maître Barreau, je vous le disais, se réjouit donc de la décision de la justice et promet que le combat judiciaire va se poursuivre pour faire bénéficier de sa cliente d'un non-lieu total. Je vous propose de l'écouter. Il s'est passé qu'aujourd'hui, la dame Ami Koleïdian a été extraite de sa cellule de prison et acheminée vers la cave du tribunal pour être auditionnée par le doyen des juges d'instruction. Effectivement, cette audition a eu lieu ce matin. Les avocats régulièrement constitués, à savoir Maître Sreke Dorli, Maître Djibi Diallo et moi-même, se sont introduits dans le cabinet des juges. Le juge est allé au fond de l'affaire, il a posé des questions auxquelles elle a répondu. Et les avocats à leur tour ont posé des questions, c'est sur ce, à la suite de quoi, après avoir déposé la demande de mise en liberté provisoire, que le juge a fait droit à cette demande. C'est une décision, bien évidemment, que nous jugeons entièrement satisfactoire pour avoir fait droit à l'ensemble de nos demandes. À partir de ce moment, elle est libre. Vous vous êtes même rendu compte de ce qu'elle vient effectivement d'être libérée. Donc, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, vraiment, nous nous réjouissons de cette libération, fut-elle provisoire. En tout état de cause, elle est libre. Elle pourra dorénavant se présenter devant le juge de façon libre. Libre au juge de continuer l'enquête. Alors le juge a 2 alternatives. Soit il prononce une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas de charge assez suffisante à l'endroit de la dame Ami Koleïdian, soit le juge rend une ordonnance de renvoi par devant le tribunal correctionnel. Du basket avec la traditionnelle remise de drapeau au Lyon. Le ministre des Sports Matar Ba a exprimé son soutien et transmis les encouragements du chef de l'État au Lyon du Sénégal. La cérémonie s'est tenue cet après-midi. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos reporters. Les garçons, eux, continuent à s'entraîner sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye. Après la séance d'aujourd'hui, l'entraîneur Porfirio Fissac de Diego a fait face à la presse. Il s'est dit satisfait de l'engagement de son groupe. Toutefois, le cas d'Almeida inquiète, ainsi que Gorgui Siyan qui n'a toujours pas son assurance. Compte rendu signé Pape Farading et Tierno Laurent Mendy.
Après 4 jours de préparation, l'entraîneur Porfirio de Fissac se félicite de l'implication des 15 joueurs. Une première phase sans le meneur de l'équipe nationale, Khan D'Almeida, dont la participation à l'Afrobasket est incertaine. Le travail, l'empuje. Et aujourd'hui, l'attitude des joueurs et leur implication está siendo extraordinaria. Est extraordinaire. Los chicos están con todas las ganas del mundo. Les garçons ont une grande motivation. On sait que la récupération de Khan D'Almeida est très compliquée, voire impossible. Tout le staff médical avec préparateur physique, médecin et kiné. Están trabajando 8 horas diarias son las que hagan falta para intentar, si es posible que haya alguna opción de que D'Almeida llegue, que llegue. Ils travaillent toute la journée avec Khan pour essayer d'amener le joueur au championnat. Pero ahora mismo las opciones son casi imposibles. Mais les options sont très faibles. L'autre cas, celui du pivot de Minnesota, Gorgui Sy, mais l'entraîneur reste optimiste pour sa participation. Depuis la fédération, ils font tout le travail nécessaire pour essayer de résoudre le cas Gorgui. Todo el tema de documentación, de papeles desde Estados Unidos no está siendo sencillo y por eso. C'est pas évident toutes les choses administratives à faire avec les États-Unis par rapport à Gorgui. Le coach est en contact avec Gorgui, j'espère qu'il sera là le plus vite possible. Malgré une co-organisation, Porfirio ambitionne d'aller très loin dans cette compétition. Comme entraîneur, il est super motivé de pouvoir jouer ici devant son pays. Par rapport à ses prétentions, il ne joue jamais pour perdre. Si estoy aquí es para conseguir el máximo. S'il est ici, c'est pour essayer d'atteindre le maximum. No sé cuál será el máximo, pero lo vamos a intentar. Il ne sait pas quel sera le maximum, mais on va tout faire pour y arriver. El máximo en filosofía. Le maximum dans sa philosophie. Es ganar el siguiente partido. C'est de gagner le match suivant. L'équipe nationale masculine de basket s'envole ce mardi avec 15 jours à Madrid pour affronter la sélection espagnole avant de rallier la Tunisie pour peaufiner leur préparation. Et puis pour le lancement de la saison, les sports nautiques ont choisi Saint-Louis avec l'organisation de compétition de la petite catégorie qui a vu la participation de kayakistes de Saint-Louis. La fédération sénégalaise vise à travers cette activité la détection de nouveaux champions pour préparer les futurs Jeux olympiques. Reportage signé Ousseynou Diop à Bipsec. La Ligue de Saint-Louis a organisé la première édition du Festival des jeunes kayakistes sur le Grand Bras du Fleuve. Pour une meilleure détection de futurs champions, les catégories juniors et seniors ont participé à la compétition. Donc les enjeux, ce sont des enjeux environnementaux, mais surtout des enjeux en ressources humaines. Parce qu'on a un potentiel très important. J'ai dit tantôt au président qu'on a une masse critique d'athlètes potentiels qui pourraient nous valoir bien prise en main de grandes satisfactions. Les enfants âgés de moins de 10 ans ont aussi pris part à la fête avec des bateaux de loisirs sur une distance de 200 mètres. Chez les juniors, Gana Diop avec un temps d'1 minute 008 s'est classé premier. Abibou Touré chez les seniors a fait 55 secondes et a remporté la médaille d'or pour offrir au Sénégal sa deuxième médaille olympique. Les organisateurs misent sur les jeunes kayakistes de Saint-Louis. Et moi je présume que les prochaines médailles possibles du Sénégal au niveau olympique, au niveau des Jeux olympiques, devraient pouvoir donc être obtenues au niveau du canoë et du kayak. La Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron vise à travers ses activités la détection mais aussi la promotion de jeunes talents pour que le Sénégal soit encore sur le podium olympique dans les prochaines années. De faire venir la deuxième médaille olympique, c'est vrai, ça demande énormément de travail. Si nous pouvons arriver à décrocher une deuxième médaille olympique, il faut forcément que ça passe par la jeunesse, la petite catégorie, c'est vrai. Mais avec un plan de travail, un plan de développement à long terme. En junior et en senior, le club de Guendar s'est illustré avec 2 médailles d'or. D'autres jeunes ont aussi été récompensés pour l'amour qu'ils portent à la discipline. Avec un plan d'eau propice, Saint-Louis constitue un grand avantage pour les kayakistes qui peuvent toujours s'entraîner dans la tranquillité sur le grand bras du fleuve. Ousseynou Diop, retour donc sur cette cérémonie de remise de drapeau aux Lions du basket. C'était cet après-midi au ministère des Sports, Matarba, qui a donc transmis les encouragements du chef de l'État aux Lions du basket qui vont devoir défendre leur titre de champion d'Afrique à Bamako. Un sujet signé Mohamed Diong et Mas Ndiaye. La reconquête du trophée est en marche. À la salle de conférence du ministère des Sports s'est tenue ce lundi la traditionnelle remise de drapeau. Victorieuse à Yaoundé lors de l'Afro-Basket il y a 2 ans,
Les Lions du basketball ont comme objectif de réitérer leur performance en remportant le trophée. C'est pour moi un réel plaisir de présider au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, la remise du drapeau national, symbole de notre souveraineté, à la délégation du Sénégal en partance pour Bamako. Chers Lions, vous allez partir à Bamako avec, dans vos bagages, le titre de championne d'Afrique, trophée conquise de haute lutte en 2015 à Yaoundé, au Cameroun. Il est clair que vous avez toute la ferme volonté de revenir au Sénégal au soir du 27 août avec dans vos mêmes bagages le 12e titre africain de l'histoire du basket féminin africain. Les Lions ont reçu le drapeau national des mains du ministre Matarba qui tenait à transmettre les encouragements du chef de l'État. En digne héritière de basketteuses exceptionnelles qui ont donné à notre pays 11 titres, je ne doute point de votre volonté et de vos capacités de garder intact ce legs des anciennes Sénégalaises. Comme le Premier ministre l'a dit et le Président, donc ce sera de reconquérir le trophée. Donc on va faire vraiment de notre mieux parce que comme il l'a dit, il y a 14 millions de personnes derrière nous, donc il va falloir vraiment relever le défi. On nous oblige déjà d'aller reprendre notre titre. Donc voilà, on s'entraîne, on donne de nous-mêmes pour aller reprendre le titre. Ça ne va pas être facile. On va y aller au Bamako, Inch'Allah, pour se battre, se donner à fond, prendre la coupe, Inch'Allah. L'Afrobasket 2017 se déroulera à Bamako au Mali du 18 au 27 août prochain. Merci Mohamed Diong, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information 0 avec le tout en image. Ce sera avec Daniel Diouf. Bon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans votre magazine Sport à la Une avec Malal Junior Diagne. Au revoir.